L'Algérie nous balade, l'Algérie joue sur les hésitations et les complexes des Français, les Algériens montrent aux anglo-saxons qu'ils se débarrassent de la France, ils rient de notre naïveté, vous dites que la France est aveugle parfois de cette relation, qu'elle est en train de commettre une erreur historique. Vous évoquez aussi la nécessité de mettre en place un rapport de force entre la France et l'Algérie. Alors avec tous ces titres un peu chocs, monsieur l'ambassadeur, j'ai une question à vous poser directe. Qu'est-ce qui se passe avec l'Algérie ? J'ai le plaisir de recevoir pour une interview, débat, Xavier Driancourt, qui a été ambassadeur durant 7 années et demie à Alger, ambassadeur de France, de 2008 à 2012, 4 ans, et puis de 2017 à 2020, 3 ans et demi, donc plus d'un septennat de présence à Alger pour l'ambassadeur Xavier Driancourt, qui très récemment fait beaucoup parler de lui sur des tribunes écrites dans Le Figaro, Valeurs Actuelles, le journal du dimanche, sur la relation entre la France et l'Algérie, la question de l'immigration. Xavier Driancourt a écrit un livre qui s'appelle L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Heureux de vous accueillir sur Beurre FM. Merci à vous. Et heureux aussi d'avoir ce débat avec vous, car beaucoup s'interrogent, je ne vous le cache pas, on va rentrer dans le vif du sujet, car il est vrai que vous faites beaucoup parler de vous ces derniers temps. Vous avez écrit ce livre aux éditions de l'Observatoire, L'énigme algérienne, où vous évoquez durant près de 14 chapitres la relation entre la France et l'Algérie. Vous avez écrit des tribunes avec des titres parfois chocs, des titres chocs qui interpellent. Par exemple, l'Algérie nous balade, l'Algérie joue sur les hésitations et les complexes des Français, les Algériens montrent aux anglo-saxons qu'ils se débarrassent de la France, illusion concernant la démarche des relations trop amicales placées entre la France et l'Algérie, il rit de notre naïveté, vous dites, en parlant de l'Algérie concernant la France, vous dites que la France est aveugle parfois de cette relation, qu'elle est en train de commettre une erreur historique. Vous évoquez aussi la possibilité, selon vous, et la nécessité de mettre en place un rapport de force entre la France et l'Algérie. Alors avec tous ces titres un peu chocs et ces écrits de ces derniers mois, monsieur l'ambassadeur, j'ai une question à vous poser directe. Qu'est-ce qui se passe avec l'Algérie ? Pourquoi cette forme de rancœur que l'on ressent dans vos écrits, une rancœur parfois qui donne aussi le sentiment de se transformer presque en haine envers ce pays ? Vous avez été ambassadeur 7 ans et demi. Rarement vous écrivez positivement sur l'Algérie. Comment se fait-il ? Qu'est-ce que l'Algérie vous a fait ? J'ai envie de vous poser comme question. Non, je comprends mal. Je comprends mal votre question. Alors, parce qu'il n'y a pas de rancœur dans ce livre. Dès le départ, je dis que j'aime l'Algérie, que c'est le seul pays, et c'est vrai, où j'ai, dans toute ma carrière diplomatique, où j'ai gardé autant d'amis. Et de vrais amis que je continue à voir régulièrement. J'en ai pas gardé dans les autres pays où j'ai été ambassadeur ou occupé d'autres fonctions. Non, il n'y a pas de rancœur dans ce livre. Mais je pense qu'il faut dire un certain nombre de choses parce que ce qui m'a frappé durant mes 2 séjours en Algérie, et je l'explique dans le livre, c'est que notre classe politique, de droite comme de gauche, est très inhibé sur l'Algérie. Pour une raison simple, parce que l'Algérie, comme Israël du reste, ce sont les 2 pays, les 2 seuls pays qui sont à la fois de la politique étrangère et de la politique intérieure française. Israël, les Juifs, l'Algérie, les Algériens, les Franco-Algériens, etc., les pieds noirs également. Donc on a des politiques, et j'en ai vu défiler beaucoup à Alger, qui sont timorés sur l'Algérie, qui font un pied en avant, 2 en arrière, un pied de côté. Non, mais monsieur l'ambassadeur, et donc, voilà, je pense qu'il faut dire un certain nombre de choses, faire une photographie de l'Algérie actuelle et de ses problèmes, de nos relations. J'entends ce que vous dites, monsieur l'ambassadeur, et c'est bien de parler aussi librement et directement que vous le faites, mais est-ce que vous comprenez lorsque je vous dis que vous donnez le sentiment d'avoir une forme de rancœur, parce que tout ce que vous écrivez, c'est rarement positif sur l'Algérie. Rien que les titres que j'ai évoqués, titres que j'ai évoqués, vous les avez entendus, ils rient de notre naïveté. Il faut mettre en place un rapport de force. Ce sont des illusions que nous avons concernant cette relation qui serait trop amicale. L'Algérie nous balade. L'Algérie joue sur les hésitations et les complexes des Français. Les Algériens montrent aux anglo-saxons qu'ils se débarrassent de la France. Vous êtes repris par Ciotti, Bardella, Le Pen, Marion Maréchal, Zemmour, Édouard Philippe.
sur l'échiquier politique, ça se passe plutôt à la droite de la droite, à l'extrême droite, tout ça. C'est plutôt à droite. Vous radicalisez pas, monsieur l'ambassadeur? Non, parce que j'écrivais beaucoup de choses quand j'étais à Alger. Je l'ai écrit aux autorités françaises. Alors, on va rentrer dans le vif. Sur la question de la mémoire, vous expliquez que toute la faute serait imputée aux Algériens qui instrumentaliseraient la mémoire, donc dans leur relation avec la France. C'est jamais la faute de la France. Non, et pourtant, Dieu sait que dans votre livre... Je ne fais que reprendre ce qu'a dit le président de la République. Certes, mais vous avez une parole libre et parfois vous ne dites pas ce qu'il a dit. Lui, il a une parole libre également et il est président de la République, ce que je ne suis pas. Et c'est lui qui a utilisé le terme les Algériens instrumentalisent la mémoire et falsifient l'histoire. Vous avez une parole suffisamment libre pour parler avec... Et falsifie l'histoire, c'est ce qu'il a dit. Non, mais ne vous cachez pas derrière Macron. Vous avez une parole libre. Vous êtes un homme libre aujourd'hui. Vous n'êtes plus un exercice, je le précise pour ceux qui nous écoutent. Oui. Donc vous n'avez plus de devoir de réserve. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Donc ne reprenez pas les propos de Macron. Prenez vos propos à vous. Dans la question mémorielle, en plus dans votre livre, c'est intéressant parce que parfois je trouve que c'est assez contradictoire ce que vous écrivez. Vous dites en 2004, par exemple, on va prendre cette période-là, le président Chirac veut signer un traité d'amitié. Oui. Et la démarche est engagée. Et vous précisez derrière qu'en février 2005, des parlementaires veulent légiférer sur les aspects positifs de la colonisation. Oui. C'est l'Algérie qui déconne là ou c'est la France? Non, mais... Excusez-moi, je veux dire, traité d'amitié et on veut les aspects de la colonisation positifs. On ne veut pas trop de traités d'amitié si on fait ça, monsieur l'ambassadeur. Est-ce qu'on parle de 2004 ou est-ce qu'on parle d'aujourd'hui? Parce que dans les articles en question que vous avez cités, ils sont de 2023. On va y venir. Donc c'est aujourd'hui que je dis... Je parle de chronologiquement la responsabilité qu'on pourrait imaginer, estimer, partager entre la France et l'Algérie. Vous imputez toutes les fautes dans la relation délicate et difficile à l'Algérie. Je trouve que vous manquez de discernement et de nuances. C'est mon point de vue. Vous connaissez très bien l'Algérie, je la connais un petit peu. J'ai été parlementaire européen, je faisais partie du groupe d'amitié entre l'Union européenne et l'Algérie. J'ai eu des responsabilités professionnelles en Algérie pendant quelques années. Je suis français d'origine algérienne comme beaucoup de nos compatriotes. Donc, ce que je veux dire, la relation à l'Algérie, je la connais un petit peu. Et je trouve que cette relation, elle est délicate parce que de part et d'autre, on peut parfois faire un pas en avant, un pas en arrière. Pas simplement que du côté algérien. Or, c'est quasiment à charge tout le temps contre l'Algérie ce que vous écrivez. Prenons la question des visas. La question des visas. Est-ce qu'on peut reparler de la mémoire? Avec plaisir, allez-y. Parce que, laissez-moi m'exprimer quand même. Sur la mémoire, bon, j'ai écrit effectivement ce que vous avez cité dans le livre. Mais sur la mémoire, je trouve que la démarche du président de la République est positive. Et je l'ai écrit. Ce qu'il a fait, les différents gestes, la réhabilitation de Maurice Audin, de Boumengel, etc. Je le dis, je l'ai écrit que c'est une démarche positive. Ce que je regrette, en revanche, je regrette une chose, c'est qu'il n'y ait pas eu de réponse du côté algérien. Mais il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a eu aucune réponse du côté algérien. C'est quoi la réponse qui serait à attendre d'un pays qui a été colonisé? Quelle réponse? Non, mais je donne un exemple dans le livre, puisque vous l'avez en main. Je donne un exemple. J'avais suggéré pour le 50e anniversaire de l'indépendance que, par exemple, les Algériens disent: tous ceux qui sont nés avant 1962 seront désormais exemptés de visa et peuvent venir en Algérie librement. Parce que la population qui est née avant 1962, ce sont des enfants de la terre d'Algérie en quelque sorte. Ça concerne aussi bien les pieds noirs, une population âgée, que des Algériens qu'on appelle les harkis, qui sont venus en France en 62. Et tous ces gens-là hésitent à retourner en Algérie. En plus, les formalités pour eux d'aller, une population âgée, d'aller au consulat, ils savent pas comment ils seront reçus, ils savent pas comment ils seront reçus en Algérie. J'avais dit, ce serait une proposition assez simple et je l'avais évoqué auprès de parlementaires du FLN. Qui avaient été intéressés, qui avaient trouvé que c'était une bonne idée, une bonne initiative dans le cadre du cinquantenaire de l'indépendance algérienne. Je peux vous donner mon sentiment? Mais rien n'a été fait. Je peux vous donner mon sentiment? Oui, bien sûr. Moi, elle me surprend, cette proposition. Je vais vous dire pourquoi elle me surprend. Et je la trouve, encore une fois, décalée dans la relation que l'on doit avoir avec l'Algérie. Mais alors, parler des Algériens nés avant 62, à qui on permettrait aussi de venir en France sans visa? Évoquer cette relation de manière réciproque? Non. Vous voulez, dans cette proposition, que pour les 50e anniversaire, ce soit
que les Français nés avant 62 qui puissent bénéficier d'une exemption de visa. Mais faites pareil pour les Algériens nés avant 62, c'était un département français. Pourquoi vous le feriez pas pour eux? Pourquoi vous n'êtes pas dans la réciprocité? Ça veut dire visa pour les Algériens, mais pas pour les Français nés avant 62. Monsieur l'ambassadeur, c'est pas une relation d'égal à égal que vous proposez là. Non, mais nous parlons des gestes à faire. Oui, mais justement, ce geste, parlez d'une réciprocité dans le geste. Oui, mais il était magnifique. Mais non, vous proposez pas pour les Algériens nés avant 62 qui doivent faire le parcours du combattant pour avoir un visa. Par contre, pour les Français qui viennent d'Algérie, là, il faudrait sans visa. Moi, je vais vous dire, votre proposition m'intéresse, s'il y a réciprocité. Oui, mais écoutez... mais vous ne l'avez pas proposé comme ça. Non, je ne l'ai pas proposé comme ça. Et c'est jamais comme ça qu'on le propose quand on parle à l'Algérie. C'est peut-être là le problème. Je trouvais que c'était une idée intéressante. Moi aussi, mais encore une fois, sur la base de la réciprocité. Les Algériens, encore une fois, ceux auprès desquels j'avais évoqué l'idée, trouvaient que c'était une bonne idée. Moi, je vous dis, je pense que si on veut que cette relation, on va en parler tout au long de l'émission, soit nouvelle, il faut qu'on se parle d'égal à égal. Ni supériorité, ni infériorité. Ni complexe de supériorité du dominant, ni complexe d'infériorité du dominant. Oui, mais justement, c'est pas le cas parce que quand vous formulez, vous, ambassadeur, 7 ans et demi de présence à Alger, ce type de proposition, vous donnez pas le sentiment que vous êtes dans l'égal à égal. Mais actuellement, c'est pas le cas. Mais moi, je ne suis plus ambassadeur à Alger. Je vous dis, monsieur ambassadeur, vous êtes une personne éminente. Votre voix compte. Ce n'est pas le cas parce que nous allons en permanence chercher l'approbation de l'Algérie en ce moment sur un certain nombre de Sur la question mémorielle, on va terminer sur ça, notre première séquence. Vous évoquez aussi dans votre livre des passages intéressants qui indiquent qu'à chaque fois qu'un pas a été fait, c'est lorsque un président français va en Algérie. Et c'est vrai, vous le dites, Sarkozy, le discours de Constantine, donc il a dit des mots forts, il était même à la limite d'évoquer des regrets. Et vous dites, bon, ce discours a été un peu revu, des regrets. Ah, on est toujours, nous, tiraillés, nous Français, entre reconnaissance et repentance. Mais des regrets, c'est pas un drame de dire qu'on regrette la colonisation, qui était un régime politique indigne. On pourrait le dire. Les jeunes générations n'ont pas apporté ce fardeau. Oui, mais pourquoi on le dit pas alors? Et quand on vient en France, on le dit plus. Sarkozy l'a dit et Macron l'a dit quand il était candidat. Oui, mais il y a le syndrome de la Méditerranée. Quand on est à Alger, on est prêt à dire des mots qui touchent les Algériens, mais quand on revient en France, on est prêt à faire la loi sur les aspects positifs de la colonisation. Monsieur Zeribi, c'est vous qui êtes politique, moi je suis pas un politique. C'est pas moi. C'est fini. Et c'est vrai que Sarkozy a eu des mots très forts à Constantine. Le lendemain, il a dit le contraire à Paris. On est d'accord. Macron a dit des choses très fortes en Algérie et le lendemain, il a jamais repris cette expression. Donc, c'est la France qui est schizophrène avec l'histoire. C'est pas les Algériens. Nous avons aussi un rapport compliqué. Oui. Alors on a une petite pensée pour Adil Farkan puisque c'est son émission, il m'a cédé son fauteuil ce soir, c'est Karim Zeribi qui est avec vous exceptionnellement puisque nous organisons un débat à la demande de la rédaction de Beurre FM avec Xavier Driancourt, ambassadeur de France en Algérie, ancien ambassadeur de France en Algérie, j'allais donner les dates, c'est pour ça, 2008 à 2012 durant 4 années et puis ensuite de 2017 à 2020, un peu plus de 2020, 3 ans et demi, 7 ans et demi de présence à Alger pour Xavier Driancourt qui connaît bien l'Algérie et qui a écrit un ouvrage, L'énigme algérienne, où il évoque l'Algérie, son expérience. J'en ai écrit un autre récemment sur les accords d'Évian. Je vous en dirai. Ah oui, intéressant. Puisque vous avez fait beaucoup de tribunes, on va y venir dans l'émission, sur l'accord de 68, sur la mobilité des travailleurs algériens et de leurs familles, puisque vous souhaitez que, dans le cadre de la loi immigration, on revienne sur ces accords et que nous puissions les casser du côté français. On va y revenir. Mais avant, la relation économique entre la France et l'Algérie est une relation qu'on a du mal à comprendre. Alors pour autant, dans votre livre, vous critiquez le mode opératoire français en disant qu'on n'est pas très bon, on ne sait pas bien s'y prendre. On avait 16% de part de marché, donc en 2010, je crois. Dans mon premier séjour, on était à 16-17%. On est à 10 aujourd'hui. Et on est à 10 aujourd'hui. Et les Chinois sont passés devant. Et nous sommes talonnés par, si ce n'est dépassés par les Italiens, les Espagnols. Ouais. Donc les autres sont très dynamiques et très actifs sur le plan économique en Algérie. Et nous, on vivait un peu sur ce qu'on pensait être des acquis et finalement on se fait dépasser. Cette relation économique, comment vous expliquez qu'elle ne soit pas plus fructueuse, prospère, dynamique? Il y a plusieurs raisons. Il y a des causes, j'allais dire, structurelles, pas seulement en Algérie, mais je l'ai vu dans le passé en Australie, en Malaisie, où j'étais également ambassadeur. Nous avons des entreprises françaises qui, à l'international, pardonnez-moi de le dire, mais sont pas très dynamiques pour plusieurs raisons. D'abord, il y a un millefeuille administratif français à l'export
comme on a un millefeuille administratif sur le territoire national, nous avons des chambres de commerce, nous avons un service économique auprès des ambassades, nous avons Business France, nous avons les conseillers du commerce extérieur, on a un millefeuille administratif qui fait que les entreprises ne savent pas trop à qui s'adresser. Deuxièmement, nous avons des entreprises qui facilement baissent les bras. Je vous donne un exemple. En visitant des usines algériennes, je m'étonnais qu'il y ait du matériel italien, par exemple. Et l'entrepreneur algérien me disait, mais monsieur l'ambassadeur, je préférerais travailler avec une entreprise française, mais je demande à mon correspondant français de venir en Algérie. Il me dit, peut-être que dans 3 semaines, je pourrais venir. Je m'adresse à son concurrent italien. Il me dit, dans 48 heures, je suis là. Donc voilà, nos entreprises ne sont pas excessivement toniques, je dirais. Nous sommes bons sur les grands contrats, les marchés d'armement, d'aviation, pétrole, énergie, etc. Mais le commerce courant, nous avons tendance à baisser les bras. Et puis il y a une deuxième raison qui est du côté algérien, c'est que les décisions algériennes en matière de commerce et d'économie sont quand même largement politiques. Ils ont fait un choix avec la Chine pour des raisons X et Y, mais donc il y a aussi une part de responsabilité, de volontarisme du côté algérien. Alors moi j'ai posé la question avant cette émission, lorsqu'on m'a proposé de débattre avec vous de cette relation France-Algérie, à des Algériens en leur demandant pourquoi les Français ne sont pas plus présents sur le plan économique en Algérie. La question qui m'a été, la réponse qui m'a été faite, c'est les Français veulent exporter de France des produits, mais ne veulent pas produire en Algérie. Et nous avons un problème, nous, de diversification de l'économie. Et ils m'ont donné un exemple. Parce que c'est toujours bien d'étayer ces propos par un exemple. Prenez Renault, qui est venu s'installer en Algérie. Il y a 400 000 véhicules en Algérie avant la Covid, qui étaient consommés par les Algériens par an. 139 000 chez le voisin et ami marocain. L'usine Renault est allée s'installer au Maroc pour faire des voitures pour l'Europe. Avant celle d'Alger. Avant celle d'Alger. Parce que Renault était en discussion avec les Algériens, mais les Algériens à l'époque, en 2007, mettaient des conditions que Renault ne voulait pas accepter, et le Maroc a mis des conditions plus intéressantes pour Renault. Usine de fabrication de véhicules de A à Z au Maroc, pour l'Europe et pour l'Afrique. Usine seulement d'assemblage à Oran, avec un taux d'intégration entre 15 et 20% en Algérie, avec 2000 emplois. Alors que l'Algérie consomme 3 fois plus de voitures que nos amis marocains. Les Algériens n'ont pas compris. Et les Algériens se disent, mais finalement, pourquoi ils n'investissent pas en Algérie? Ils veulent des consommateurs, mais ils ne veulent pas investir pour diversifier l'économie française. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt du côté de l'État français, avec tous les organismes de Business France et autres qui existent, de favoriser, de pousser les Français à produire en Algérie, avec une main-d'œuvre intéressante, avec un prix de l'énergie intéressant? Il y a des atouts en Algérie pour fabriquer. Bien sûr, mais pourquoi on ne le fait pas? La décision, elle relève de l'entreprise avant tout. Nous ne sommes pas dans un système d'économie étatique. C'est Renault, c'est Peugeot, c'est Citroën. L'État a 15% d'actions au sein de Renault, quand même, l'État français. Oui, mais enfin... Oui, mais même, c'est Renault qui décide. C'est Renault qui décide. Il ne faut pas non plus se faire trop d'illusions. Et vous pensez qu'à l'avenir, on va continuer de perdre des parts de marché, ou qu'on peut rattraper le coup? Je pense. Vous pensez? Je pense. Alors, à vous ne pouvez pas signer un traité économique, un pacte pour que les PME françaises aillent produire en Algérie? On ne pourrait pas le faire, ça, avec un peu d'audace? Vous avez raison en un sens, parce que j'étais frappé de voir sur dans beaucoup de salons industriels, agricoles ou autres, de voir des micro-entreprises françaises, des PME du sud de la France, qui disaient, moi je viens en Algérie parce que mon père travaillait déjà avec l'Algérie, mon grand-père également, et dans le fond, Alger, c'est pas plus loin pour nous qui sommes établis à Marseille, c'est pas plus loin que Lille ou Strasbourg. Donc on vient en Algérie un peu par habitude. Mais donc voilà, il y a Prenez nos partenaires agricoles. Nos acteurs agricoles en France souffrent, ont du mal, ont des fins de mois difficiles. L'Algérie est un pays où tout pousse. On pourrait faire de l'élevage, de la production agricole. Pourquoi on ne fait pas des partenariats agricoles? Pourquoi on n'est pas plus ambitieux et offensif du côté français? On dirait toujours qu'on est sur la retenue. On a ce qu'on appellerait le frein à main. Avec l'Algérie, c'est différent. Donc on n'y va pas, on hésite. Mais pourquoi on hésite autant? Il faut y aller.
Il faut faire des partenariats, il faut produire algérien, inonder l'Afrique après de ses produits. Je veux dire, moi je trouve qu'on manque d'ambition et d'audace. Ce que nous, Français, je me fais l'avocat du diable, les entreprises vous répondent à cela, qu'elles ont deux problèmes. Des problèmes de bureaucratie qui sont pas toujours très simples, et puis des problèmes de transfert de fonds en Algérie et d'Algérie vers la France. C'est souvent ces dossiers-là qui dissuadent. Peut-être que politiquement, c'est là qu'il faut peut-être qu'on porte aussi le débat avec l'Algérie pour favoriser. Mais alors, à l'inverse, il y a quand même beaucoup de secteurs dans lesquels les entreprises françaises sont présentes. Vous parliez d'agriculture, mais l'agroalimentaire, nous sommes très présents. Bell, Danone, etc. sont en Algérie, Nestlé. Monsieur l'ambassadeur, on va parler des visas. C'est un sujet qui est éminemment sensible entre la France et l'Algérie. Vous en parlez beaucoup dans votre livre L'énigme algérienne. Vous avez fait énormément de tribunes. Vous faites partie de ceux, pour ne pas dire celui, parce que ça a quand même démarré par une étude que vous avez portée sur Fondapol, de dénoncer les accords de 68. Alors pour ceux qui nous écoutent, les accords de 68, c'est des accords qui ont suivi les accords d'Évian et qui devaient favoriser la mobilité des travailleurs algériens en France, parce que la France avait d'énormes besoins sur le plan industriel, sur le plan du BTP et autres, et avait besoin de travailleurs algériens et leurs familles, avec un tas d'autres mesures avantageuses pour la mobilité des Algériens. Vous dites, dans le débat sur l'immigration en France, il faut mettre un terme à ces accords de 68. Alors, moi, je vous le dis, en tant qu'ancien parlementaire européen français, je suis choqué par la manière dont vous portez le débat. Vous le portez tel sur un rapport de force dans la relation entre la France et l'Algérie. C'est un accord bilatéral. Donc, dans un accord bilatéral, il y a deux parties. Vous dites clairement, il faut dénoncer l'accord. On ne peut pas dénoncer l'accord si on respecte la personne avec qui on a signé l'accord. Donc, vous ne semblez pas respecter l'Algérie, là, de ce point de vue. Deuxièmement, il y a les accords d'Évian en amont. Ça veut dire qu'il y a des juristes aujourd'hui qui disent dangereux. Serge Slama, qui a fait une étude récemment, dit dangereux. Si les accords de 68 s'arrêtent, on revient aux accords d'Évian. Il n'y avait pas de visa. Donc, libre circulation. Ensuite, vous dites, ça favorise l'immigration algérienne. Donc, quand on regarde les chiffres, je vais vous les donner, un chiffre, INSEE, sur l'immigration en France, l'immigration algérienne représente 12% et demi. L'immigration marocaine, 12%. Il n'y a pas d'accord de 68 pour les Marocains. Donc, on se rend compte que Algérie-Maroc, quasiment même flux migratoire, avec un accord de 68 pour les Algériens, et pas d'accord de 68 pour le Maroc, qui était un protectorat, et il n'y a pas eu d'accord, qui était une colonie. Finalement, ces accords de 68, est-ce qu'on n'en fait pas tout un plat? Est-ce que c'est pas un sujet de discorde que vous mettez à nouveau sur la table? Eu égard à ce que je vous ai dit au début, s'entend que vous avez quand même envie d'égratigner nos amis algériens. Vous m'en voulez vraiment? Non, je vous ai donné des chiffres, monsieur l'ambassadeur. Oui, mais les accords de 68, c'est plus compliqué que ça, pardonnez-moi. Il y a eu les accords d'Évian qui effectivement prévoyaient la libre circulation entre la France et l'Algérie. Pourquoi ? Parce qu'en mars 62, et j'ai relu cet été, je vous conseille ce livre-là, un livre qui a été publié par les archives du Quai d'Orsay, qui s'appelle « Vers la paix en Algérie ». C'est le verbatim des négociations d'Évian. Des négociations. C'est très intéressant parce que ça montre bien la démarche des négociateurs français et des négociateurs du GPRA à l'époque. Intéressant. Donc c'est très intéressant. Les accords d'Évian prévoyaient la libre circulation parce qu'au moment de la négociation de ces accords, nous pensions du côté français que les pieds noirs resteraient en Algérie. Donc il fallait prévoir la libre circulation et c'est un sujet sensible. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé en juillet 62 et il y a eu une période où les accords d'Évian n'ont profité que aux Algériens et plus aux Français d'Algérie puisqu'il n'y en avait plus ou très peu. Alors on a négocié l'accord franco-algérien de 68 qui n'établit pas la libre circulation comme en 62, il était prévu, mais donne un régime plus favorable que les autres pays n'avaient. Au nom de la relation singulière entre la relation franco-algérienne. Donc voilà, disons-le. Et donc un accord qui est intermédiaire. Oui, mais en quoi il est gênant aujourd'hui? Quand je vous ai donné les flux d'immigration algériens et marocains, on voit bien que cet accord il n'est pas avantageux. Pourquoi vous voulez le casser à tout prix et nous mettre en discorde avec les Algériens?
Algériens. Mais vous ne voulez pas de relations apaisées entre la France et l'Algérie, monsieur l'ambassadeur? Vous m'interrompez, monsieur. Non, mais je vous pose la question. Moi, je suis pas un bon journaliste, mais puisque vous m'interrogez, je voudrais parler. Tout simplement parce que vous savez que dans notre ordre juridique, il y a une hiérarchie des normes qui est la Constitution, les traités internationaux et les lois. Tout à fait. Et donc, le traité franco-algérien, l'accord franco-algérien passe avant les lois. On est d'accord? Et donc, ce qui veut dire que les Algériens ne sont pas concernés par les lois sur l'immigration. Mais je suis en train de vous dire, est-ce que cet accord est avantageux pour les Algériens? Non, mais ça veut dire que toutes les dispositions qui sont prises en matière d'immigration ne concernent pas les Algériens. Mais monsieur l'ambassadeur, vous dites vous-même dans ce livre, où vous faites état quand même de beaucoup de contradictions, que lorsque vous avez serré la vis, vous-même, en fonction, avec les consuls, sur une délivrée... à la demande du ministre de l'Intérieur. Certes, mais les visas, au moment où vous les délivriez, ils étaient à 400 000. 400 000 visas. À un moment donné, vous dites, on se demandait où ça allait s'arrêter. Nous avons mis une politique restrictive. On est passé à 260 000. Accord de 68. Donc ça veut dire que la France, en réalité, accord de 68 ou pas, est-ce que vous n'en faites pas tout un plan, encore une fois, parce que vous passez du côté des politiques, là? Je veux dire, l'accord de 68 ne vous a pas empêché d'avoir une politique restrictive. L'accord de 68 ne donne pas plus de liberté aux Algériens qu'elle n'en donne aux Marocains. Les chiffres l'attestent. Pourquoi vous agitez ce chiffon rouge dans la relation entre la France et l'Algérie? Je n'agite pas de chiffon rouge. Alors je suis content de présenter cette émission ce soir à la place de mon ami Adil Farkan, parce que nous avons un invité de marque sur Beurre FM avec Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France à Alger, en Algérie, durant 7 ans et demi, qui a beaucoup écrit sur la relation entre la France et l'Algérie. Et ces écrits font parler dans un contexte, j'allais dire, un peu sensible, cette relation du je t'aime moi non plus en permanence. Et Xavier Driancourt a écrit récemment sur les accords de 68, qui sont des accords qui régentent aujourd'hui la circulation des personnes, notamment des travailleurs et de leurs familles algériens. Cet accord-là, il a été révisé 3 fois, monsieur l'ambassadeur. Vous le dites d'ailleurs dans vos tribunes, dans vos écrits. Donc il n'est pas ce qu'il était en 68. Mais de votre point de vue, il n'a pas suffisamment été réformé. Vous proposez le fait qu'il soit abrogé de manière quasiment unilatérale, puisque vous dites il faut qu'on casse les accords de 68. Je vous posais la question avant la pause. Est-ce que c'est pas un manque de respect vis-à-vis de l'Algérie que d'adopter ces accords de cette manière-là, cassé unilatéralement? Vous dites pas, il faut qu'on parle avec nos amis algériens de cet accord, que nous voulons réviser, que nous voulons renégocier. Vous dites, il faut les casser. Est-ce que c'est une relation amicale que vous créez là? Est-ce que c'est pas une relation de tension supplémentaire? Vous connaissez la relation, vous en êtes conscient. Est-ce que vous jouez pas avec le feu volontairement? Vous dites, il faut le rapport de force. Vous faites même des allusions à la guerre froide quand vous parlez de la relation entre la France et l'Algérie. Monsieur l'ambassadeur, il faut une relation apaisée entre ces deux pays. Je dis sur les accords de 68 et sur la question des visas, je dis, il faut remettre les choses sur la table et renégocier aujourd'hui en 2023 ce qui avait été négocié en 1968, c'est donc il y a 57 ans. C'est ce que je dis. Et je dis, il faut soit dire aux Algériens, nous sommes le 5 décembre 2023 et donnons-nous jusqu'au 1er avril 2024 pour renégocier complètement le dispositif franco-algérien, sinon nous dénoncerons l'accord. Mais monsieur l'ambassadeur, et on peut dénoncer un accord. Cette posture-là, c'est une posture qui n'est pas acceptable du côté algérien quand on connaît la relation sensible. Vous diriez pareil à nos amis allemands? Non mais honnêtement, quand on a des accords européens, on leur dit jusqu'au mois de mars prochain, si vous n'êtes pas d'accord, on va faire passer ça. On ne parle pas comme ça aux Allemands. Pourquoi vous parleriez comme ça aux Algériens? Un traité international, on peut en sortir si on veut. Non mais on peut en sortir avec les conséquences que... C'est la Convention de Vienne. Vous êtes un grand diplomate. Non mais on peut dénoncer un traité. Les Anglais ont bien dénoncé le traité. Vous êtes un grand diplomate. Vous savez que quand on dénonce un traité de manière unilatérale, ça crée une discorde. Est-ce que c'est sain de vouloir créer une discorde entre la France et l'Algérie? Mais parce que nous avons renégocié à plusieurs reprises 3 fois. Donc ça veut dire que ça marche la négociation? Non, parce qu'il y a une 4e fois où nous avons voulu renégocier en 2011 et les Algériens nous ont envoyé balader parce que nous voulions remettre en cause. Monsieur l'ambassadeur, vous avez compris que c'était un pays souverain, l'Algérie?
Ils nous ont envoyé balader. Attendez, non, mais ils vont pas faire ce que la France leur demande, le doigt sur la couture quand même. C'est fini ce temps-là. C'est un pays libre, indépendant. On négocie ou on ne négocie pas. Justement, la négociation, c'est pas vous qui êtes le maître des horloges. Non, mais dans une négociation, vous imposez pas le timing, vous imposez pas le contenu, vous imposez pas tout. Sinon, c'est plus une négociation. Ça veut dire, écoutez, petit Algérien, on vous domine. Donc, si on ne casse pas l'accord, on va aller au rapport de force. Non, vous êtes un pays qu'on respecte. Venez à la table des discussions. Nous avons besoin, sur le plan intérieur, de renégocier cet accord de 68. On ne peut pas leur parler comme ça aux Algériens. Vous n'avez pas été dans les fonctions que j'ai occupées, pardonnez-moi de vous le dire. Vous ne savez pas ce qu'est la négociation quotidienne avec les Algériens. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit leur manquer de respect. Non, je ne veux pas dire. Je trouve que la manière que vous proposez est une question qui manque de respect. Non, je ne veux pas dire qu'on leur manque de respect. Écoutez, mais je dis qu'il faut se fixer. Dans une de vos tribunes, chez l'ambassadeur, vous avez osé écrire que les 45 millions d'Algériens, s'ils pouvaient quitter l'Algérie pour venir en France, ils viendraient. Mais même Zemmour, il n'ose pas dire ça. Mais vous vous rendez compte ce que vous dites? Vous croyez que les Algériens ne sont pas attachés à leur terre? Ils n'ont pas de famille, ils n'aiment pas leur pays, ils n'aiment pas leur patrie. Mais c'est pas acceptable d'entendre dire ça. Qu'il y ait une jeunesse algérienne qui a envie de quitter l'Algérie, comme il y a une jeunesse française qui quitte la France pour aller aux États-Unis, au Canada, en Australie. Mais ne dites pas que les 45 millions d'Algériens, moi je les rencontre quand j'y vais. J'ai de la famille en Algérie. Mais je peux vous dire que vous leur proposez un gros chèque, ils ne viendront pas en France. Hein. Bon. Parce qu'ils considèrent que notre situation n'est plutôt pas positive. Sur le plan économique, on va mal, nos services publics vont moins bien, donc l'Europe est en crise, donc sur le plan militaire, on n'est plus les champions du monde que nous étions, sur le plan de l'éducation, on est quand même en bas du classement. Je veux dire, il faut qu'on se regarde aussi en face. Je veux dire, on n'est pas l'Eldorado qu'on pense être. Donc on a un gros travail à faire pour rehausser notre pays à des niveaux où il n'est plus, et les Algériens ont un travail à faire pour développer un pays donc qui est vierge et qui a un potentiel extraordinaire. Mais ne dites pas que les 45 millions d'Algériens veulent quitter l'Algérie. Parce que les Français qui connaissent pas l'Algérie, qui vous écoutent et qui croient en votre parole, parce que vous êtes quelqu'un de respectable, ils vont dire mais vous vous rendez compte, ça veut dire que les Algériens, on peut avoir 45 millions d'Algériens qui viennent en France. En fait, vous alimentez la théorie du grand remplacement. Sans le vouloir peut-être, hein. Je ne dis pas que vous le voulez, mais vous alimentez la théorie du grand remplacement. 45 millions d'Algériens vont nous envahir. Non, mes chers compatriotes français, les Algériens ne veulent pas quitter l'Algérie. Et il faut que nous travaillions en coopération avec eux pour développer ce grand pays et pour le faire dans un rapport d'égal à égal. Moi, c'est ça que j'attends des dirigeants français aujourd'hui, et en tant que Français d'origine algérienne. Donc, et je pense que nous devons avoir une relation apaisée. Prenons la question de la diaspora. J'ai lu votre livre, 14 chapitres. Il n'y a pas un chapitre qui est consacré à la diaspora. Vrai. C'est l'ambassadeur. On existe quand même. Non, mais je veux dire, on aime la France et on est fier d'être d'origine algérienne. C'est pas incompatible. On peut être un pont entre ces deux pays. Pourquoi vous ne parlez pas de la diaspora? Non, c'est vrai. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que mon éditeur m'a limité en termes de thématiques et de chapitres. Donc, je n'ai pas parlé de la diaspora, c'est vrai. Et pourquoi les politiques français ne prennent pas appui sur la diaspora, comme les Allemands peuvent le faire avec leur diaspora dans la relation à la Turquie, par exemple? Donc, on a l'impression qu'on représente un problème en France et qu'on représenterait presque un problème dans la relation entre la France et l'Algérie. Alors que le président Tebboune, que j'ai l'impression que vous ne portez pas dans votre cœur, parce que vous le critiquez quand même assez ouvertement, a envoyé des signaux à la diaspora très positifs. Venez, investissez, que vous êtes les bienvenus. Et moi, je peux vous dire que les Français que nous sommes pouvons être utiles à la relation entre la France et l'Algérie. Et voulons être utiles à la relation. Pourquoi la France ne nous a pas pris en considération jusqu'à maintenant? Pourquoi on a l'impression, encore une fois, qu'on représente un problème? Dans le regard que les politiques français qui apprécient vos tribunes, hein, Bardella, Maréchal, Zemmour, Ciotti, on dirait qu'on est des Français de papier, qu'on n'est pas des Français à part entière. Mais à quel moment on va se servir de nous en disant on a des Français là qui sont des vrais républicains, on va travailler avec eux pour avoir une relation avec l'Algérie de confiance, apaisée, d'égal à égal? Eh ben non, ça n'est pas fait. C'est peut-être aussi une erreur du côté des politiques français. Il y a beaucoup d'Algériens de la diaspora ou de franco-algériens ou de Français d'origine algérienne qui vont en Algérie monter, moi j'en connais beaucoup, un certain nombre de boîtes, d'entreprises qui font des allers-retours entre les deux pays. Il y en a beaucoup, hein, donc ne croyez pas que parce que je n'en ai pas parlé que... Non mais il y en a, mais ce sont des aventures individuelles. Ce sont des aventures individuelles. Il n'y a pas d'impulsion. Oui, c'est vrai, ce sont des aventures individuelles, mais parce que aussi...
pardonnez-moi, mais du côté algérien, ils sont pas toujours très bien vus, les franco-algériens qui retournent en Algérie. Mais vous écoutez le discours du président Tebboune? Je l'écoute, bien sûr. Il fait un appel à la diaspora. Je l'écoute. C'est nouveau, ça, quand même. C'est récent, alors. Non, mais vous l'avez entendu, comment? Je l'ai entendu. Mais c'est positif, ça, quand même. Les franco-algériens qui retournent en Algérie pour monter un certain nombre d'affaires sont pas toujours bien reçus là-bas. Il y a en plus des lois qui sont discriminatoires sur les... Elles ont été levées. Elles ont été levées, mais enfin, elles ont été remises après, elles ont été levées à nouveau. Elles seront peut-être remises encore. L'ambassadeur, elles ont été levées. C'est vrai que ça décourage un certain nombre de franco-algériens, mais je reconnais qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'aventures individuelles qui sont très successful. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Malheureusement, c'est trop court. Il faudrait plusieurs actes sur la relation entre la France et l'Algérie. On va se projeter un peu, si vous voulez bien, monsieur l'ambassadeur. La relation entre la France et l'Algérie, dans un monde idéal, en tout cas, c'est ce que beaucoup souhaitent, devrait être une relation solide, durable, d'égal à égal, sur les enjeux sécuritaires, parce qu'on sait qu'il y a énormément de sujets, notamment au Sahel, où l'Algérie joue un rôle important. On a une relation aussi qui peut être importante sur la relation économique. On en a parlé. L'Algérie peut avoir la vocation d'être le phare du continent africain. On peut avoir un hub là. Et moi, je n'ai jamais compris pourquoi nous ne positionnons pas la relation franco-algérienne comme la relation euro-africaine. Donc, on sait très bien que l'Afrique aura 1 milliard d'habitants d'ici 30 ans, que nous en aurons 50 millions de moins, nous, en Europe, et que la relation est inéluctable entre l'Europe et l'Afrique. Pourquoi on ne fait pas de cette relation franco-algérienne, j'ai envie de dire, la pierre angulaire, la force pivot de la relation euro-africaine? Moi, j'ai une idée là-dessus que j'ai développée, peut-être pas dans le livre, mais je l'ai développée à plusieurs reprises. Je pense qu'il faut sortir du tête-à-tête souvent malsain entre la France et l'Algérie. Et je pense que les 3 pays du sud de l'Europe, France, Espagne, Italie, et les 3 pays du nord de l'Afrique, Tunisie, Algérie, Maroc, devraient créer un groupe de travail, 3+3, parce que ces pays ont les mêmes sujets de préoccupation, la sécurité en Méditerranée, les relations économiques, l'énergie, l'immigration, la Méditerranée au sens large, et donc il faudrait pouvoir créer un groupe 3+3. Une forme de 5+5 revisité. Parce que le 5+5, ça marche pas, parce qu'il y a Malte et la Libye. L'Union pour la Méditerranée, c'était trop large. Voilà, on a essayé l'UPM, mais c'est trop large, et puis il y avait les problèmes Syrie à l'époque, Israël, bon, c'était compliqué, et l'UPM, elle est mornée aujourd'hui, où elle n'a pas vécu, elle n'a pas survécu. Il y a le 5+5, mais il y a la Libye qui est dans un état catastrophique, et la Mauritanie qui n'est pas vraiment concernée par cette dimension. Donc je trouve qu'un 3+3 serait quelque chose d'utile, parce qu'encore une fois, les 3 pays du Sud et les 3 pays du Nord de l'Afrique ont des sujets en commun. C'est vrai, on aurait des intérêts gagnants. Ça permettrait de sortir de ce tête-à-tête. Oui, mais en même temps, est-ce que ce tête-à-tête ne peut pas porter l'ambition des 2 continents? Il faudrait que quelqu'un, effectivement, prenne l'initiative de ça. Parce que moi, qu'un des pays prenne l'initiative. Ce que j'ai trouvé un peu navrant, on arrive à la fin de l'émission, c'est dommage, j'aurais voulu qu'on en parle plus. J'ai trouvé parfois des sorties politiques qui étaient assez désolantes, qui disaient on a choisi l'Algérie au détriment du Maroc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On peut choisir le Maroc et l'Algérie. Pourquoi opposer les 2 pays? En plus, on a l'impression qu'on joue un peu les diviseurs. On sait qu'il y a des tensions entre ces 2 pays. Est-ce qu'on est là pour les alimenter? Ou est-ce qu'on est là pour prendre un peu de hauteur en disant on veut des bonnes relations avec le Maroc, on veut des bonnes relations avec l'Algérie. Et on respecte les tensions entre ces 2 pays souverains, on espère qu'ils vont les régler. Non, nous, j'entends dire, même Nicolas Sarkozy, je veux dire, c'est fou quand même qu'un ancien président de la République dise on a choisi l'Algérie et pas le Maroc. Je trouve que c'est une erreur. Bon, on n'a pas à choisir l'Algérie ou le Maroc. On peut avoir des bonnes relations avec les 2, monsieur l'ambassadeur, non? Il y a une époque où on avait des relations équilibrées avec les 2, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont eu le sentiment qu'à travers vos écrits récents, vous aviez une forme de rancœur, de règlement de compte avec l'Algérie? Je vous laisse les 2 dernières minutes pour vous. Non, je suis désolé que vous ayez pensé qu'il y avait de la rancœur dans mon livre, parce que je crois vraiment pas y avoir mis de la rancœur. J'ai voulu écrire un certain nombre de choses que j'avais
pour beaucoup d'entre elles déjà écrites ou même dites au président de la République lorsqu'il est venu à Alger, ou écrites lorsque j'étais ambassadeur à Alger. Là, je suis dégagé de tout devoir de réserve, donc je l'ai rendu public, mais il n'y a pas de rancœur dans ma... Donc vous diriez que lorsque la relation est un peu en tension, c'est une responsabilité partagée? C'est une responsabilité égale, oui. Merci, monsieur l'ambassadeur. On va terminer sur ça. Merci d'avoir été notre invité sur Beurre FM pour une émission spéciale. Les Informés, Adil Farkan m'a cédé sa place, mais vous le retrouverez dès demain. Donc bonsoir à toutes et à tous. À très bientôt.